Depuis quelques années, on parle de plus en plus des violences obstétricales, c'est-à-dire des violences qui apparaissent durant l'accouchement. De nombreuses femmes en subissent, mais ne savent pas toujours ce qu'elles vivent en fait, ce qu'elles ont vécu. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Alors les violences obstétricales, ce sont les violences durant l'accouchement qui peuvent s'expliquer par tout ce qui est acte ou omission d'actes ou de comportements qui ne sont pas forcément justifiés médicalement ou qui sont aussi tout ce qui peut être des violences verbales ou psychologiques qui ne sont pas OK de vivre durant l'accouchement ou le suivi de grossesse aussi parfois. Donc des exemples, on en a plein malheureusement. C'est des déclenchements forcés, des césariennes qui ne sont pas justifiées par le profil de la patiente. Ça peut être aussi des épisiotomies. On sait que l'OMS recommande 10% d'épisiotomie. Or, en Belgique, on est à plus du double, quelle que soit la région en Belgique. C'est une incision chirurgicale qui est faite au niveau du vagin pour laisser passer plus facilement le bébé. Parfois, ça se fait tout à fait naturellement, cette déchirure, mais parfois, on incise. La différence entre l'incision naturelle qui se fait lors de l'accouchement, c'est qu'elle déchire la peau, mais pas le muscle. Or, l'épisiotomie, ça va être une incision dans la peau et dans le muscle, ce qui peut être beaucoup plus douloureux et qui prend plus de temps à guérir, ce qui fait que c'est pas quelque chose d'anodin à faire et qui doit être justifié médicalement. Le point du mari, c'est donc à la suite d'une déchirure naturelle ou d'une épisiotomie, le médecin vient faire des points de suture, donc de recoudre le vagin, sauf qu'il va le recoudre un petit peu plus. Pourquoi? Pour le plaisir du mari, c'est pour ça qu'on appelle ça le point du mari, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre le vagin plus serré, plus petit, pour que le mari ait plus de jouissance par rapport à ça. Or, lors d'un accouchement et d'une nouvelle configuration familiale, je suis pas sûre que ce soit le plaisir du mari qui doive primer à ce moment-là. Alors il y a aussi l'expression abdominale qui consiste à appuyer sur le ventre de la femme qui est en train d'accoucher pour expulser plus facilement le bébé, sauf que c'est une pratique qui est considérée comme totalement dangereuse, qui n'est pas du tout recommandée au niveau international et national, mais encore certains obstétriciens ou obstétriciennes le pratiquent. D'autres formes de violence sont aussi liées à la douleur, le fait de faire des actes à vif sans anesthésie, c'est pas normal non plus. Et aussi de manière générale, pratiquer ou décider de faire tel acte médical sans le consentement de la patiente en fait. Plusieurs explications des violences obstétricales, mais ce qui ressort beaucoup, c'est tout ce qui est lié au corps de la femme dans la médecine générale. Depuis la création en fait, de la médecine, on voit que la femme, lors de sa grossesse et de l'accouchement, est complètement dépossédée de son corps. Elle devient un corps-objet en fait et pas un corps-sujet. C'est-à-dire que l'important, c'est que le bébé sorte et le plus vite possible. Et tout ça, c'est exacerbé aussi par les conditions de travail très pénibles et dévalorisées du personnel soignant. Donc on voit vraiment une relation très asymétrique en fait entre la patiente et les médecins, où c'est eux qui savent tout mieux que la patiente, qui ont le savoir expert, alors que la patiente elle-même a le savoir lié à son propre corps depuis sa naissance, depuis un ou plusieurs accouchements, mais qu'elle va être parfois beaucoup moins écoutée, ce qui peut amener justement à ces violences obstétricales. Alors l'étude la plus récente sur la situation en Belgique vient de la plateforme pour une naissance respectée, qui a fait une étude en ligne qui a eu énormément de témoignages. Ça s'est produit en 2021, c'était avant et pendant Covid. Et de là, on voit qu'en fait, une patiente sur 5 qui accouche a vécu des violences obstétricales, dont des actes à vif, donc typiquement point du mari, etc. Ça vient à 2 femmes sur 5 quand on ajoute les violences plutôt verbales et psychologiques. Et on voit que certains profils sont beaucoup plus touchés par les violences obstétricales que d'autres. Certains profils de patients vont peut-être être à même de subir plus de violences obstétricales que d'autres. C'est-à-dire qu'une femme sur 3 qui a une couleur de peau qui peut amener à une discrimination va vivre ces violences obstétricales. On en vient à une femme sur 4 lorsqu'elle n'a pas fait d'études supérieures, donc on parle ici de femmes qui ont été jusqu'à des études secondaires ou moins. Et de manière assez surprenante, il y a aussi une femme sur 4 qui va subir des violences obstétricales lorsqu'elle habite en province de Liège. Donc voilà, ces chiffres sont vraiment interpellants parce qu'ils visibilisent bien que ces violences obstétricales ne sont pas des exceptions, mais bien un fait de société qui doit être pris en compte et qui doit être pris en charge pas seulement par
les patientes qui l'ont vécu, mais par le collectif, par les politiciens et par les instances médicales, que ce soit dans les formations, dans la sensibilisation, etc. Alors, il y a plusieurs choses possibles pour essayer de se prémunir de ces violences obstétricales, même si de toute façon, elle peut arriver à n'importe quelle femme enceinte. Il y a le projet de naissance pour spécifier clairement les actes médicaux qu'on souhaite avoir ou pas du tout. Il y a le fait de se faire accompagner d'une sage-femme qui permet parfois de faire une sorte de relation tampon entre les attentes, les besoins de la femme qui est en train d'accoucher et les médecins. Il y a aussi le lieu de naissance en fait, qu'on aille dans une maison de naissance ou qu'on fasse un accouchement à domicile ou dans un gros hôpital, ça va pas forcément être les mêmes conditions, de par les conditions de travail déjà des médecins, mais aussi de par la relation qui va être mise en place, etc. Et c'est ce qu'on prône au sein de Soralia, d'avoir vraiment des revendications et des changements au niveau collectif. Il faut que ce soit les instances médicales, les formations académiques, mais aussi au niveau politique, que ce soit beaucoup mieux encadré et voire réactualisé en fait. Ça ne sert à rien d'appliquer des protocoles hyper carrés à toutes les personnes qui sont en train d'accoucher alors qu'elles sont toutes différentes. Il faut savoir accepter une certaine forme d'adaptation en fait, une certaine forme de flexibilité à l'appréciation et à l'expérience du médecin bien sûr, mais qui doit être à l'écoute de la patiente avant tout. C'est de là aussi que découle en fait le respect du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que comme les violences gynécologiques qu'on peut vivre du coup pendant une consultation gynécologique, c'est d'expliquer chaque acte médical qu'on va faire, pourquoi on va le faire, quelles sont les options possibles et de respecter le choix de la patiente qui est en train d'accoucher. Si oui, elle veut le faire, sinon elle veut pas le faire. Avec bien sûr les conséquences que ça peut amener. Je dis pas que c'est évident à faire parce que c'est vrai que lors d'un accouchement, les choses peuvent se passer très vite. Mais je pense qu'il y a quand même un lieu possible de se retrouver ensemble dans des solutions qui pourraient convenir à la patiente déjà surtout et au médecin aussi. Il y a le rôle de la sage-femme ou du coparent qui est là lors de l'accouchement, qui peut permettre de faire une sorte de relation tampon où justement ce coparent ou cette sage-femme peut permettre de respecter les attentes et les besoins de la personne qui est en train d'accoucher et qui est en train de faire quelque chose de formidable, de très fatigant émotionnellement et physiquement, de pouvoir se reposer sur cette sage-femme ou ce coparent pour vraiment assurer une discussion et un relais fiable via les médecins en fait, qui sont en train de permettre l'accouchement. Au niveau des personnes qui ont vécu ces violences obstétricales, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte sur le moment même, ce qui fait que c'est tout à fait ok, il faut pas culpabiliser de s'en rendre compte peut-être plusieurs semaines plus tard, plusieurs années plus tard, mais de justement toujours en parler à une personne de confiance, que ce soit dans son entourage, que ce soit un autre médecin, que ce soit aux coparents, de pouvoir vraiment exprimer la douleur émotionnelle, mais psychologique, mais aussi physique qu'on a vécue. C'est très important pour soi, en fait, pour aller de l'avant. Ensuite, lorsqu'on veut une confrontation ou une discussion avec le médecin en cause, il y a plusieurs choses importantes à savoir. Premièrement, à l'heure actuelle, il y a un peu un vide juridique par rapport à ça. Donc il y a peu de plaintes au niveau pénal qui ont été amenées par rapport aux violences gynécologiques et aucune n'ont abouti. Par contre, il y a aussi des services de médiation au niveau de chaque hôpital, normalement chaque structure médicale. Il y a aussi le service public fédéral avec la loi de 2002 sur le consentement libre et éclairé qui a un service de médiation et qui peut vous accompagner, que vous pouvez contacter et qui est tout à fait gratuit. Et aussi des associations d'erreurs médicales qui peuvent aussi vous accompagner. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'en parler, de délier les langues. Et pour rappel, la loi Patient 2002, c'est une loi qui oblige à ce que chaque personnel soignant, donc chaque médecin, infirmier, infirmière, etc., respecte le consentement libre et éclairé de chaque patiente. C'est-à-dire que lors d'un accouchement, chaque médecin en présence doit pouvoir vous expliquer pourquoi ils veulent faire tel acte médical ou pas, dans quelles conditions, quelles sont les options possibles, alternatives, et de vous demander si vous êtes OK ou pas, et de respecter surtout ce choix-là, que vous soyez OK de faire tel acte ou pas. Tout doit être respecté, c'est dans la loi.